et bon retour sur ma chaîne. Alors, il y a quelque temps, je vous ai parlé donc du recueil de données, première étape donc du raisonnement clinique. Et je voudrais revenir sur ce sujet parce que bien souvent, pour les étudiants, notamment de semestre 1, lors de leur toute première démarche, enfin plutôt de leur tout premier recueil de données, qu'on leur demande de faire en suivant la grille de Virginia Anderson, eh bien, pour certains besoins, les choses ne sont pas très très claires sur ce que l'on doit exactement recueillir. Et donc, je vais reprendre chacun de ces besoins un par un. Alors, pour certains, c'est assez évident de repérer quelles sont les données pertinentes. Pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. Néanmoins, eh bien, je vais reprendre chacun des 14 besoins en plusieurs petites vidéos pour que ce ne soit pas trop long. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Nous allons commencer par le besoin de respirer. Alors, qu'est-ce qu'il faut rechercher dans le dossier ou rechercher lors de l'entretien en ce qui concerne ce besoin-là? Eh bien, évidemment, il est évident qu'il faut s'informer sur l'existence d'une ou plusieurs maladies respiratoires, mais aussi de maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, les pathologies cardiaques, etc. Il faut bien sûr rechercher s'il y a des facteurs de risque de maladies respiratoires, entre autres par exemple le tabagisme, mais il y a d'autres facteurs comme les facteurs environnementaux, par exemple un milieu urbain pollué, un métier au contact de substances ayant un impact sur le système respiratoire, comme l'amiante, la fumée, les vapeurs toxiques ou nocives, certains polluants. Bien entendu, là, tout doit être évalué avec soin, puisque c'est un des premiers signes respiratoires. Savoir à quel moment le patient tousse-t-il, quelle est la durée des épisodes de toux, comment est cette toux, est-ce qu'elle est sèche, est-ce qu'elle est grasse, est-ce que c'est une toux sifflante, une toux rauque, une toux tenace, parce que selon les différents signes, effectivement, ça vous enverra vers différents diagnostics infirmiers. Alors, bien souvent aussi, lorsqu'un patient tousse, bien souvent, il finit par cracher. Donc, on va parler des expectorations, mais je vais en reparler dans quelques instants. Autre symptôme important, c'est la dyspnée, qui est un symptôme commun aux maladies pulmonaires et cardiaques. Alors, par quel degré d'effort est-elle déclenchée, cette dyspnée? Est-ce qu'une toux y est associée? Est-ce que la dyspnée est causée par d'autres symptômes, par exemple une douleur thoracique? Est-ce qu'elle apparaît soudainement ou graduellement? Est-ce que c'est plutôt le jour? Est-ce que c'est plutôt la nuit? Est-ce qu'elle est plus marquée quand le patient est en décubitus dorsal, ce qu'on appelle l'orthopnée? Ou est-ce que c'est une dyspnée qui se déclenche au bout de quelques pas, à l'effort donc? Alors, la respiration, je l'ai dit tout à l'heure, aussi, on va s'intéresser à cette respiration. Est-ce qu'elle est régulière? Est-ce qu'elle est sifflante? Y a-t-il eu, par exemple, des épisodes d'hémoptysie? Est-ce que le patient évoque une sensation d'étouffer? Vous voyez, il y a toutes ces données-là à rechercher. Alors, il y a d'autres données que l'on va aussi recueillir en observant le patient, en s'occupant de lui. Par exemple, l'expression du visage peut exprimer de la peur ou de l'anxiété. Par exemple, du fait d'une dyspnée, quand on étouffe, voilà, on est vite anxieux. Alors, une anxiété, elle peut apparaître à certains moments de la journée. Par exemple, quand il y a moins de monde autour du patient, notamment chez le patient âgé qui a des problèmes respiratoires, eh bien, ça peut générer une anxiété accompagnée de dyspnée. Alors que ce soit des problèmes respiratoires ou une pathologie cardiaque, par exemple. Souvent, les patients ont du mal à s'endormir parce qu'ils ont peur, à un moment donné, d'avoir un malaise. La posture, bien entendu, corporelle peut être très révélatrice. Par exemple, une personne qui souffre de troubles respiratoires va se tenir dans son lit, par exemple, ou même dans un fauteuil, très droite, avec les bras légèrement en avant, de chaque côté du lit ou du fauteuil ou du siège,
en s'agrippant au rebord pour s'aider à respirer, hein, pour se tenir bien droit. La forme du thorax est également importante à observer. Par exemple, une fracture de côte peut se révéler par un volet costal qui va être mobile et qui va osciller en sens contraire de la respiration pour justement entraver cette respiration qui fait mal. Une respiration, essayer d'inspirer fortement quand on a une fracture de côte, c'est très très douloureux. Donc, autre exemple aussi, c'est le balancement thoraco-abdominal qui est un signe de lutte respiratoire et donc d'insuffisance respiratoire aiguë. Alors, bien sûr, le plus évident à observer, c'est le rythme de la respiration, avec l'existence d'une dyspnée à l'inspiration ou bien à l'expiration, hein, comme dans la crise d'asthme, ou lors du décubitus, j'en ai parlé un petit peu avant, hein, on parle d'orthopnée, qui est fréquente d'ailleurs chez l'insuffisant cardiaque, ou bien ça va être une dyspnée à l'effort, ou encore des rythmes particuliers, comme le rythme de Cheyne-Stokes au cours des comas, ou le rythme de Kussmaul qu'on rencontre dans l'acidose diabétique. Alors l'amplitude et la fréquence de la respiration sont aussi importantes. Une polypnée ou bien une respiration superficielle et rapide, c'est-à-dire une tachypnée, eh bien, ce sont des symptômes de différentes pathologies. Alors, il faut aussi, vous souvenez de vos cours, observer la peau, surtout au niveau des extrémités, à la recherche d'une cyanose. Et puis, il y a donc les expectorations. J'ai dit tout à l'heure qu'un patient qui toussait finira par cracher. Alors, les expectorations donnent de précieux indices, qu'elles soient séreuses, muqueuses, comme dans l'asthme, ou purulentes, quand il y a une infection mucopurulente, lors des affections bronchiques, ou bien encore hémorragiques, ou rouillées de la pneumopathie, ou rosée et mousseuse de l'OAP. C'est important à noter. L'odeur, bien sûr, est souvent inexistante, sauf par exemple dans l'abcès du poumon où elle est fétide, ou dans la dilatation des bronches, où les expectorations peuvent sentir un peu la paille pourrie, et où elles peuvent être donc très abondantes. Et il faudra donc alors, quand c'est abondant, mesurer aussi la quantité. Alors, nous avons déjà évoqué les fractures de côte qui ont un impact donc sur la respiration. Et donc, la palpation, par exemple, des côtes qui vont être sensibles ou douloureuses, ou les deux, et douloureuses, eh bien, est importante à noter. Alors, il en est de même pour les sons respiratoires qu'on perçoit quand on est auprès du patient, comme les sifflements, qui accompagnent souvent d'ailleurs aussi un tirage, ou des râles, qui vont être un symptôme généralement associé à la dyspnée et à la détresse respiratoire. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là sont importantes à recueillir pour vérifier effectivement nos hypothèses de problèmes au niveau du besoin de respirer. Alors, si on veut résumer dans un tableau, eh bien, rappelez-vous, côté entretien et dossier, on va repérer s'il y a une pathologie respiratoire ou cardiovasculaire en cours ou des antécédents de ce type de pathologie, s'il y a eu un traumatisme, s'il y a une anémie, parce que qui dit anémie dit dyspnée à l'effort, s'il y a une notion d'intoxication, par exemple avec l'oxyde de carbone, s'il y a une baisse de l'odorat, une altération de conscience ou un déficit cognitif, ou aussi un manque de connaissances sur la sécurité qui font que, par exemple, un chauffage inapproprié peut occasionner des intoxications au dioxyde de carbone. Est-ce qu'il y a des traitements en lien avec des pathologies respiratoires en cours ou des antécédents, ou encore est-ce qu'il y a des traitements qui peuvent entraîner une dépression respiratoire? Et il faut penser aussi dans ce recueil à inclure les facteurs environnementaux et les habitudes de vie néfastes au niveau respiratoire. On a parlé du tabagisme, mais ça peut aussi être une notion d'allergène, quand on parle de l'asthme, ou des températures, par exemple, trop élevées dans une chambre, etc. Il y a plein de raisons. Et on peut, bien entendu, noter le type de respiration. Est-ce qu'elle est superficielle? Est-ce qu'il y a quelque chose à signaler? Quelle est la fréquence respiratoire? S'il y a une dyspnée, si elle est au repos ou à l'effort, ou si elle est nocturne,
s'il y a des traces de cyanose, de marbrure, des sueurs, s'il y a des bruits pulmonaires, s'il y a un tirage, s'il y a une toux et comment est cette toux, s'il y a des expectorations, il faut décrire. Est-ce que le patient est sous oxygène, bien entendu, hein, et comment apporte-t-on cet oxygène? Est-ce que c'est via des lunettes? Est-ce que c'est une sonde nasale? Est-ce que c'est un masque haute concentration? Est-ce que ce patient est intubé ou est-ce qu'il a une trachéotomie ou une trachéostomie? Est-ce qu'il est porteur de drain thoracique? Qu'est-ce qu'il peut y avoir tout simplement, est-ce qu'il est sous respirateur, hein? Ou est-ce qu'il a des aérosols? Et bien entendu, on a parlé des facteurs environnementaux. Le premier qui vient à l'idée, c'est le tabagisme. Est-ce qu'il y a une notion de tabagisme, même s'il est sevré, hein, avec la date du sevrage, et s'il est actif, le nombre de paquets années. Donc vous voyez, toutes les choses que l'on peut noter donc dans ce besoin de respirer. Donc voilà, c'est tout pour le besoin de respirer. Je pense que vous avez déjà largement de quoi étoffer votre recueil de données. Et donc je vais vous parler dans une prochaine vidéo donc du besoin suivant qui est boire et manger. À bientôt!